Je voudrais vous dire comment j'ai rencontré Jaurès. C'était en novembre 1965, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Je terminais ma maîtrise de droit et dans le cadre du programme de cette maîtrise de droit, il y avait un cours intitulé « Grands problèmes politiques contemporains ». Et le prof qui nous faisait ces cours divisait ceci en deux parties, une partie magistrale et une autre partie exposée. Alors nous n'étions pas beaucoup, et voilà que, comme exposé, je dois faire le congrès de Tours. Donc décembre 1920, c'est le fameux congrès qui voit la division entre la majorité des socialistes français qui part créer le Parti communiste et la minorité qui reste à la maison avec Léon Blum pour continuer la section française de l'Internationale au Québec. Et je m'investis dans cet exposé pendant plusieurs semaines. Je découvre la pensée de Léon Blum et je considère que le discours de Léon Blum à Tours est l'un des plus grands discours contemporains, tout à fait prophétique. Et si vous vous intéressez au théâtre, il y a un parallèle à faire entre le discours de Léon Blum de 1920 et le théâtre de Brecht. Car quand vous prenez le théâtre de Brecht a anticipé dans la description du nazisme. Et lorsque vous prenez le discours de Léon Blum, il y a une préfiguration un peu plus éclairante de ce que la gauche française allait devenir, et notamment les thèses du Parti communiste qui étaient proposées par Lénine. Et puis, ceux de ma génération, souvenez-vous, décembre 1965, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est François Mitterrand, c'est l'union ou la réunion. Moi, je terminais donc une partie de mes études, considéré comme un privilégié, venant d'une grande commune pas très loin d'ici, monsieur le président du Conseil général, la Bouilly, 617 habitants à l'époque, et je décide d'adhérer au Parti socialiste. Et en 66-67, je fais des stages de la jeunesse socialiste à Carnot, dans le château du Marquis de Solage, qui avait été municipalisé, par la municipalité socialiste de Carnot. Et depuis cette période-là, je n'ai jamais quitté l'influence de Jaurès, et c'est un puits tout à fait exceptionnel que l'on continue de découvrir. Je participais aux journées parlementaires du Parti socialiste à Toulouse hier et avant-hier. La Dépêche de Toulouse a édité tous les articles de Jaurès qui ont été publiés dans la Dépêche. C'est une somme monumentale. Et cet après-midi, pour être d'attaque afin de vous rencontrer, je lisais un édito de Jaurès qui faisait un parallèle avec Ernest Renan, sur lequel on pourra revenir. Alors effectivement, c'est le 150e anniversaire de la naissance de Jaurès. Il est né le 3 septembre 1859, et il est tout à fait normal de commémorer, de se souvenir. Et je pense que, eu égard aux engagements qui peuvent être les nôtres, il ne suffit pas de se remémorer d'une période, d'une époque, d'une personne. Il faut aussi voir ce qui, dans l'œuvre, dans les actes, dans ce qu'a fait cette personne, il y a de moderne, de présent, quelle est la fidélité que l'on peut avoir par rapport à Jaurès, quel éclairage aujourd'hui il peut nous donner. Et je pense que lorsque je parle de la permanence de Jean Jaurès, de la modernité de Jean Jaurès, à travers un comportement, une éthique, un certain nombre de thèmes, eh bien, on démontre très facilement cette permanence, quelles que soient les fonctions que l'on puisse avoir. Alors, de Jaurès, on a des images. C'est l'orateur, c'est le tribun, c'est le journaliste, c'est le philosophe. Et puis vous avez cette fameuse image, c'est auprès de Saint-Gervais, où il parle devant 150 000 personnes. À l'époque, il n'y a pas les moyens de diffusion d'aujourd'hui. Et puis c'est aussi Jaurès que l'on assassine, 31 juillet 1914. C'est François Mitterrand, le 21 mai 1981, qui va déposer une rose sur son catafalque. Mais je pense qu'il ne faut pas que nous en restions à ces images-là, ou à certaines formules qui sont très, très célèbres, que l'on reprend régulièrement, du style
Le courage, c'est de chercher la vérité, de la dire, etc. Il faut essayer de pénétrer cette pensée qui est une pensée extrêmement active, très construite, et qui ne peut pas être datée, parce qu'on ne date pas une philosophie, elle traverse les décennies et les siècles. Et sans vouloir évoquer dans le détail sa vie, permettez que je vous rappelle quand même quelques dates. Je vais faire très attention à cela parce qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui est à la mode, et on a tendance à présenter des personnes en fonction des dates, avec un mélange de sympathie, de compassion, mais je crois qu'il faut que l'on aille au-delà de ces dates et de ce rappel. Jaurès est donc né en 1859, il est né à Castres, mais très rapidement ses parents vont quitter la ville pour aller s'installer dans une ferme de 6 hectares, à 3 km de Castres. L'ascendance familiale de Jaurès appartient à la bourgeoisie commerciale, textile, petite industrie, mais les parents de Jaurès, eux, vont vivre dans une relative pauvreté pour différentes raisons. Et son père va tenir donc cette modeste ferme, et il va essayer de cumuler quelques revenus en cultivant vignes, un peu d'élevage, et puis en faisant du charroi pour les ponts et chaussées, comme on le dit. C'est une personne qui n'est pas très robuste, qui mourra assez tôt, et la mère de Jaurès, eh bien, c'est la mère telle qu'on l'imagine, pleine d'affection, c'est une présence avec une éducation très forte au bénéfice du respect des autres, au bénéfice du travail, et Jean Jaurès vit donc à la campagne. Et cette vie à la campagne ne le quittera jamais, car il va connaître la condition des paysans. On parle toujours de Jaurès avec le mineur de Carmaux. Il connaîtra très bien le milieu industriel, le milieu de la mine, mais il connaîtra aussi excellemment bien le milieu du petit paysan qui est exploité, le paysan qui subit le fermage ou le métayage. Et dans sa pensée, la notion de réforme agraire ne le quittera jamais. Quand il va écrire, par exemple, ce monument qui est l'histoire socialiste de la Révolution de 1789, il va écrire ça en 89-90, eh bien, il essaiera d'expliquer pourquoi une partie de la Révolution a échoué, parce que, précisément, il n'y a pas eu de réforme agraire. Et lorsque une première révolution éclate en 1905 en Russie, il y dépêche un jeune sociologue, le neveu de Durkheim, Marcel Mauss, et il lui dit surtout, va dire aux responsables russes, démocrates, sociodémocrates, que ce qui importe, c'est de faire la réforme agraire. Et il ajoute, on peut mobiliser une nation pour faire la révolution sur un idéal, mais il faut aussi que les gens puissent toucher quelque chose, puissent recevoir quelque chose. Alors sans faire de raccourcis exceptionnels et qui seraient injustes, lorsque vous lisez les articles qui paraissent actuellement concernant l'anniversaire de la révolution chinoise, Mao Tse-tung, lorsqu'il enrôlait des paysans dans l'armée, ne leur disait pas autre chose. Et puis ce paysan, il disait lui-même qu'il était un paysan cultivé, c'était un paysan cultivé, a toujours été très attaché à la notion de petite patrie, toujours très attaché à la langue. Il sera le promoteur du respect des langues régionales, des langues locales, des petites patries, et bien évidemment, Monsieur le Président du Conseil général, Jaurès a été certes l'avocat de l'État, mais il a été l'avocat passionné de la décentralisation, des communes, du mutualisme, de la coopération, et nous pouvons retrouver dans les écrits de Jaurès des textes et des orientations qui peuvent être datés de 2009 et 2010.